bienvenue au Petit Paquet, épisode 98. Hey, Hein? ça s'approche. Ça Ça. s'approche. On a-tu quelque chose de spécial de prévu pour le 100e? Je ne sais pas encore. Centième. Ça serait quelle date, ben ça? oui, on me dit qu'au 100e épisode, on va être live à Arcade Montréal. On me dit ça à l'oreille, Guillaume Séguin, Ouais. qui est à la console. Merci. On le remercie de l'information. Live à Arcade Montréal le 11 avril, ça va être quelque chose. Il faudra que je me mette beau. Ben, comment tu veux être plus beau que ça? J'avoue, je l'avais annoncé la semaine passée. Nous J'avoue, autres, on hein. va essayer de stepper up un peu notre game. On va se là. mettre du shine dans la barbe. Là, Pas puis de on va petits être clean, glitter, là. tu sais. Ouais, le petit glitter, ça le fun, ça. Pas de hoodie. Pas de hoodie, ok, c'est le mot d'ordre. Ouais. Tout le reste est toléré, mais pas de hoodie. Je serai en veston. OK, Tabarnak. tabarouette. Avec un t-shirt de lutte en dessous. Oui, évidemment. Ok. Évidemment, ça va de soi. D'ailleurs, François quand même, Côté, François Côté, Mathieu Poulin, Stéphane Morneau. Prends pas ça de même. Qui est encore là pour vous parler de lutte cette semaine. Comme ouais. toutes les semaines. Ben ouais. On est à une semaine de WrestleMania. Ça commence à me rendre nerveux Ça un peu. commence à être un petit peu Officiellement, nous stressant. autres, on part dans la nuit de jeudi à vendredi. Là. C'est très une semaine. ça. Stéphane avait dit 5 heures, puis là, finalement, Mathieu a renchéri. 4 peut-être. Je suis comme, ouais. Ouais, comme ça, on va va avoir être la marge le de fun. manœuvre. Tu sais, on va être sûr de ne pas manquer aucun événement. Ça va Puis là, valoir la peine. Oubliez pas, vérifiez si vos passeports sont à jour. Oui, C'est important. C'est vrai. il finit cet été, fait que c'est là ou jamais. C'est là, c'est Je peux- maintenant que ça se Je peux plus passe. traverser les lignes après. C'est fini. Mais ça, de toute façon, dès qu'ils checkent ton passé criminel, ils te laisseront pas passer les lignes. J'ai quand même un enjeu que je pense que si en dedans de 6 mois, il pourrait me gosser, genre que... Tu serais toujours mieux de le faire d'avance. là. Ouais, Tu mais là, pourrais j'ai être pas un le temps. adulte responsable puis essayer de renouveler ton passeport. Hey, 6 mois, c'est en masse, là. Je passe 4 jours aux États-Unis, le moment donné. Gros week-end de lutte, donc, à New York, dans le cadre de WrestleMania la semaine prochaine. WrestleMania en tant que tel, on garde tout ça pour la semaine prochaine. Ouais. On va essayer de faire moins long que l'année passée, où on avait fait, je pense, quasiment 1h45 Ouais, d'émission. pas loin de 2 heures. Un peu chaud d'ail. C'était un On marathon. va le dire, tu sais, aller dans les coulisses, là. On avait enregistré ça le soir aussi dans un sous-sol. Là, on fait ça le matin. J'ai pas l'impression qu'on va se mettre chaud à 9h30 le matin, mais Que ça sonne comme un défi, ça. mais on peut mettre du... Check, le gobelet, il est pas C'est- transparent. Hein? Je peux mettre ce que je veux dedans. Donc, cette semaine, on va se concentrer un peu plus sur les événements du vendredi et du samedi. Donc, TakeOver NXT New York du vendredi et la G1 Supercard, carte conjointe de Ring of Honor et New Japan du samedi. Avant de s'en aller là, on n'a pas le choix. Il y a des affaires qu'il faut parler qui s'est passé à la télé de la WWE cette semaine. Puis en fait, je vous amène carrément à SmackDown parce que Raw nous a dévoilé des choses. Les histoires ont avancé un peu tranquillement, mais il n'y a rien qu'on peut pas juste discuter la semaine prochaine. Par contre, il faut parler de SmackDown. Des fois, avec le recul, on se rend compte. Ah ouais, ça, c'était tout un épisode. C'est un épisode marquant, très important peut-être, dans le cheminement de toutes les histoires. Moi, j'avais ce feeling-là pendant l'épisode, parce que non seulement avec Charlotte qui remporte le titre de SmackDown des femmes, on n'a pas le choix, il faut parler du gauntlet que Vince a fait subir aux deux compatriotes de New Day de Kofi Kingston. Donc, Xavier Woods, avez-vous remarqué qu'il prononce son nom Xavier. Depuis tout le toujours. long? Mais je pense en anglais, Xavier, c'est censé être prononcé comme ça. Xavier? Il est où le A? Xavier? Il rajoute comme une intonation tonique juste avant le G. C'est comme quand tu dis Patrick Roy, là, tu sais, Ah, j'imagine, ouais. là, il n'y a pas de E dedans. Ouais, mais ça, il y a une liaison. Ça, c'est... Il n'y a pas de liaison, Oh, c'est c'est de K à R. Hey. En tout cas. Hey, on va enchaîner. Ouais. Mais- Xavier Woods et Biggie qui ont dû affronter. On leur dit, même situation que Kofi, dans son gauntlet à lui, si vous renez le gauntlet, Kofi a sa place à Mania. C'est toujours, on joue. Ouais. Les mots sont toujours vagues. Là, ils l'ont confirmé, par contre. Là, c'est fait. Là. Le site, le lendemain, a fait OK, Kofi, Daniel Bryan à WrestleMania. Mais pendant SmackDown, c'était encore le t'as peut-être ta place à WrestleMania. Puis toi, tu dis que c'est un épisode marquant. Mais moi, non. Ah, Ouais, OK, C'est un fais épisode valoir ton marquant point. pour les mauvaises raisons. du grand Morneau. Ça Mauvaise fait raison. 3 fois qu'ils nous font le gauntlet en 1 mois et demi. Ben, en 1 mois et demi, c'est ça. Moi, j'allais dire, est-ce que c'est arrivé déjà dans l'histoire de la WWE autant de gauntlet match en si peu de temps? Tu sais, je veux pas dire que c'était pas bon. Ils ont donné tout un show. Mais Money recycle. Là. C'est comme Vince a jamais donné de raison. Les gars de New Day ont mollement accepté les conditions. Fait que dans le fond, c'était juste une prémisse molle pour un autre gauntlet. C'était bon, mais
c'était pas nécessaire. Cette histoire-là était racontée depuis 3 semaines déjà. C'est à cause de du monde comme toi qu'on peut pas avoir de belles choses. Ben, on l'a eu v'là 3 semaines, puis v'là 3 semaines avant. C'est comme un donné, là. Moi, j'ai l'impression que ce gauntlet-là, par équipe, était particulièrement justifié parce que c'est un peu imbriqué dans l'histoire. On n'a pas beaucoup insisté sur ça jusqu'à présent, mais si on suit un peu les interventions de New Day sur Internet depuis longtemps, on sait que l'objectif principal de Xavier Woods et de Biggie, c'est de faire en sorte que, justement, Kofi Kingston ait son opportunité éventuellement d'avoir un title run en tant que lutteur solo, et idéalement donc une des ceintures principales. Et donc là, c'était un peu l'aboutissement de ça. T'sais, dans le ring, c'est comme s'il venait confirmer ce pourquoi il se battait backstage, en quelque sorte, depuis très, très, très longtemps. Fait que moi, quand j'ai vu au début de l'émission qu'on s'en allait dans cette direction-là, je fais, ben, regarde, tant mieux. Puis en même temps, New Day demeure des lutteurs quand même de très grande qualité. Puis là, depuis que c'est Kofi qui est mis à l'avant-plan, on les avait pas vus vraiment se battre dans le ring. En fait, non, pas du tout. Là, je pense qu'on les voyait simplement regarder la TV backstage. C'est ça, des rôles de support. Moi, j'ai aimé la promo en partant, avec l'émotion, de comme là, on est un peu à bout. Je pense qu'on va... Effectivement, on peut leur reprocher de ne pas avoir... Que Vince n'avait pas répondu au pourquoi du comment que New Day voulait savoir. Par contre, là, on tombe dans le match. On voit... Moi, mon seul petit bémol, c'est qu'il y a juste les faces qui cheeraient pour Kofi. Je pense que là... storyline-wise, on était un peu plus loin que ça, puis je pense qu'il y aurait pu avoir un certain break du kayfabe. Les Usos sont où dans l'alignement? Ben, ils sont gentils. Je sais plus. Ça, c'est dans le milieu, mais d'où, au moins, avec les Usos, je comprends pas pourquoi les Usos ont fait semblant d'arriver crinqués dans le ring, puis là, tout d'un coup, ah non, on vous reste. Ça répondait à une question qui était qu'on pouvait se poser. Pourquoi tout le monde accepte de faire le gauntlet? Pourquoi il ne laisse pas juste gagner dans les circonstances? Parce qu'on s'entend que presque tout le monde backstage est du côté de Kofi. Ça aurait pu être un angle vraiment intéressant. Comme les Usos, tu fais un refus de participer aux machinations de Vince McMahon. Puis là, c'est comme, bon, mais il va lui donner sa chance. Mais là, c'est comme... Tu peux pas faire ça 2 fois dans le même gauntlet match. T'aurais pu le faire unilatéralement. Ouais. Tu sais, t'as qu'à faire quand t'as qu'à overbooker. C'est encore drôle. Ça aurait donné quelque chose de différent. Là, tu sais, c'était la valeur sûre, puis c'est tout ce que tu dis avant puis après a aucun impact parce que tu mises sur ton gauntlet pour raconter ton histoire. Alors, tant qu'à ça, enlève-moi la promo. Ou dis au gars de pas faire de Twitter entre les deux shows parce que de toute façon, on l'adressera pas vraiment. C'est là mon petit bémol. C'est que t'avais quelque chose qui allait bien, puis au lieu d'exploser là-dessus, de faire un vrai send-off, t'as juste repiétiné encore plus longtemps jusqu'à la semaine prochaine. Je suis vraiment pas d'accord avec toi dans ce cas-là, pour vrai. Je trouve pas que c'est du repiétinement. On a avancé. Là, il a fallu que les gars... on revient sur l'angle que les gars de New Day sont prêts à tout pour aider Kofi, que Vince continue de leur mettre des bâtons dans les roues qui font... pas de sens, mais qu'on comprend pas pourquoi. Peut-être qu'éventuellement, on aura cette réponse-là. Connaissant la WWE, probablement pas. J'ai beaucoup aimé Biggie sérieux, ceci dit. Le Biggie sérieux, ça fait un mois qu'on le connaît à peu près, ce Biggie sérieux-là, puis c'est de l'argent. On va s'en reparler dans 2-3 semaines quand le New Day va virer heel contre Kofi. Là, mais... C'est pas ça. C'est une rumeur qui circule. C'est une rumeur qui circule, booking, on verra bien. Il commence à installer les graines de si tu veux le faire, l'histoire est là. Puis je pense qu'il y a un peu de ça. Tester la réaction des gens avec justement les deux gars plus sérieux, moins lançage de crêpes et tout ça. Parce que historiquement, à la WWE, tu peux pas être un gentil avec un crew. Là, moi, je trouve ça inacceptable. L'idée de briser New Day, moi aussi, je veux pas. C'est inacceptable. Mais ça arrive pas, les gentils avec un crew. Ils sont toujours envers et contre tous. Ouais. Il y a toujours une accumulation d'ennemis devant eux. Ça arrive depuis 3 ans avec New Day, là, quand même. T'sais. Ouais, mais il n'y a pas un des 3 qui est singlé out comme le gentil underdog. Ouais. C'est un groupe de gentils. Dès que tu en isoles un qui devient le négligé, ben là, il faut qu'il en rajoute, puis qu'il en rajoute, puis qu'il en rajoute. Parce que si tu lui donnes des alliés, ben, il n'est pas négligé. Roman Reigns, ils l'ont sorti du Shield pour essayer de nous faire croire que c'était un négligé, alors qu'il ne l'a jamais été. Donc, ça a toujours été un peu leur façon de faire. Donc, soit Kofi, c'est à WrestleMania, puis ça arrête, ou si tu y vas avec Kofi, moi, j'ai l'impression qu'il va perdre ses alliés en cours de route, puis qu'on tâtait le terrain un peu pour ça. Ce qui n'est pas mauvais. C'est plate pour le New Day. C'est un super de groupe, le fun. Mais après 5 ans,
tu peux quand même te permettre d'essayer d'autres choses. Puis aussi, on aura l'occasion d'entrer dans le détail de ça davantage la semaine prochaine, mais tu peux pas faire gagner tous les gentils aussi à WrestleMania. Puis si tu as à choisir, mettons, dans les 3 matchs principaux, là, Seth Rollins, Becky Lynch, puis Kofi Kingston, peut-être que c'est Kofi qui risque d'écloper. Fait que, il faudrait trouver une façon de mener à ça. On va être dans les prédictions la semaine prochaine, mais quelqu'un quelque part repart en pleurant de WrestleMania. C'est ça. On nous avait annoncé un match à 4 pour déterminer une aspirante à HK pour WrestleMania pour la ceinture féminine de SmackDown. Ah oui, j'avais même pas vu que ça avait été annoncé. Oui, puis apparemment, très dernière minute, là, même la journée même, Vince a changé d'idée, a décidé qu'il ne voulait pas nécessairement qu'HK affronte quelqu'un. Les mots qui ont été rapportés, c'est quelqu'un dont les gens se foutent un peu. Je me demande si c'est de la faute à qui que les gens se foutent de telle c'est une autre histoire. Donc finalement, Charlotte a affronté HK pour la ceinture féminine de SmackDown et a remporté le match, je pense, à la surprise assez générale. Même celle des commentateurs. Ben, ça, c'est leur job aussi de faire semblant qu'ils sont surpris, Mathieu. Je ne veux pas te briser la magie, là. Mais ils sont payés pour ça. Ouais. Donc là, on se ramasse, je pense, on a 3 possibilités. Les 2 ceintures vont être en jeu à WrestleMania pour une pseudo-unification. La ceinture de Raw seulement va être en jeu dans le main event. Ou, là, on a une porte la semaine prochaine. Ils ont annoncé un 3 contre 3, les 3 filles du main event contre le Riot Squad. Et si une des filles trahit les 2 autres, elle est sortie du main event. Ah, ouais. Donc là, il y a une porte pour sortir Charlotte pour setter peut-être un match revanche contre HK WrestleMania. Ouais, non, j'écarterais cette porte-là. La porte est là. Je veux dire, ouais, la porte est là. C'est correct, tu fais un suspense. Comme tu laisses planer un peu le doute, puis c'est ça. Entendez-vous le temps d'un combat, donc tu joues sur cette friction-là pour alimenter ton histoire. Ça aussi, c'est classique, puis c'est correct, ça fonctionne bien. Mais hey, la victoire de Charlotte, là, pauvre HK. Pauvre HK. HK a eu droit à... Elle vient de se faire sortir de WrestleMania. Là. Oui. À part la bataille royale Royal. patente, là, qui va être à 3h15 l'après-midi. Tu sais, quand on parle de quoi, ça fait 6 semaines là, qu'on dit que cette rivalité-là est overbooked, puis qu'il en rajoute, puis qu'il en rajoute. Ça arrête pas. Là, à quelques heures de rentrer en onde, tu te dis pourquoi il donne pas la ceinture de championne? Une des rumeurs que j'ai vu passer encore là, c'est des rumeurs, c'est peut-être pas fondé. On aurait peut-être donné cette ceinture-là à Charlotte pour pouvoir setter un moment après la victoire de Becky Lynch où Becky Lynch comme championne de Raw, Charlotte comme championne de SmackDown, Sasha et Bayley comme championne par équipe auraient un moment ensemble, les Four Horsewomen, avec les ceintures pour closer le show. Ça quand même une image intéressante. Ça implique qu'en cours de match, ils finissent par y avoir une espèce d'alliance entre Charlotte et Becky pour qu'ils puissent cohabiter dans la joie à la fin du match, advenant une victoire de Becky Lynch. Mais bon, tout demeure possible. Moi, j'ai l'impression qu'on va davantage vers ça que vers une unification des ceintures. J'ai l'impression que ça sortirait d'un petit peu nulle part. Puis surtout, en même temps, on ne sait pas. Toujours une espèce de zone d'ombre avec les nouveaux contrats télé. Reste à voir à quoi va ressembler la dynamique, la division entre les deux vestiaires. Est-ce qu'on va encore avoir besoin de garder justement des vestiaires qui sont hermétiques, donc 2 champions, un de chaque côté. Mais moi, j'avoue que j'aime la dynamique, 2 championnats principaux de femmes. Tu sais, je veux dire, il y a tellement de lutteuses de talent désormais que je pense pas qu'il y a trop de championnats pour toutes ces filles-là. Non, surtout qu'ils n'ont pas de titre secondaire. Donc, au moins, tu les fais travailler sur chaque émission. Ils ont un enjeu concret. Tu sais, la dernière fois qu'ils ont fait un événement send-off comme ça a très bien fini. C'était Eddie Guerrero puis Chris Benoit. Donc, si c'est ça la soirée, laquelle des 4 vire mal puis on est obligé de l'effacer de l'histoire après? Ah boy. On se lancera pas dans ça. Mais aussi, T'es allé trop loin. Dans le fond, on parlait des hypothèses, là, où en fait le fait que Vince McMahon a décidé la journée même de donner la ceinture à Charlotte. Aussi, on disait peut-être que c'est à cause que jamais il veut pas que Asuka ait affronté quelqu'un de qui on s'intéresse pas vraiment, mais aussi d'un point de vue plus technique pour éviter qu'on se ramasse à 22 matchs différents sur la carte. Donc ça, c'est peut-être une raison qui fait en sorte que il y a un petit peu de positif dans cette décision-là. Si ça peut écourter un marathon déjà, moi je vais le prendre. La carte est longue. Il y en a 15 de confirmés déjà, puis il reste encore de la patente. Probablement se rendre à 17 ou 18. Ça va être... C'est ça.
Tout un dimanche. C'est à se demander si Vince n'a pas une médication un peu lousse, puis dépendamment de combien il en prend le matin en se levant, ça influence le booking à court terme de la compagnie, parce que ça s'explique juste pas. C'est juste... OK, on y donne. Donc, t'invalides un championnat pour mousser un combat, puis après ça, bon, on va le reconstruire, c'est pas grave. Puis après, ils se demandent pourquoi ces codes d'écoute descendent, même à 2 semaines de WrestleMania. Parce que les codes d'écoute n'ont pas relevé, là, ça reste bas. L'intérêt des gens est flexible au mieux. Ça remonte à SmackDown un peu parce que à SmackDown, je trouve qu'on prend un effort de raconter des histoires qui se tiennent debout. Puis je pense que c'est de loin le meilleur show des deux. Non, absolument. Soulignons aussi qu'avec ça, Charlotte est devenue la lutteuse qui a remporté le plus grand nombre de championnats de toute l'histoire de la WWE. Ça se fait dans... Tu sais, il me semble c'est un accomplissement qui aurait peut-être dû se faire dans des circonstances un petit peu différentes où on aurait pu, disons, célébrer davantage cet accomplissement-là. Mais là, j'ai l'impression que la réaction de la majorité du public, c'était un peu être déstabilisé, être fâché. On a un peu de l'empathie pour Asuka. On n'a pas de hate contre Charlotte, si c'était ça le but. On est juste comme, ben voyons donc, quel gaspillage. Donc, les circonstances pas idéales. Puis je dis ça même, c'est peut-être aussi pour remonter un peu Charlotte. Ils ont fait un hit à ESPN, je pense, lundi matin, où tu avais Ronda Rousey qui était présentée comme Hall of Famer du UFC, puis première championne UFC. Tu avais Becky Lynch, Royal Rumble winner, puis tu avais Charlotte qui était présentée comme Daughter of Ric Flair. Il y a peut-être un peu de... c'est ça la perception de Charlotte à l'extérieur de la compagnie. Je sais pas, ça a peut-être motivé, il faudrait y donner un... Quand on va la présenter à WrestleMania, on peut pas juste dire c'est la fille de Ric Flair. Faut qu'elle rentre avec quelque chose. C'était pas fair de la part, on s'entend, de ESPN, elle aurait pu être présentée comme étant une 7 fois championne. Exactement. Mais dernière chose sur Charlotte aussi... Non, j'essaie d'enchaîner depuis tantôt. Mais juste un petit détail qui était intéressant, c'est que j'avais vu cette statistique-là juste avant le match, depuis le début de 2019, elle n'avait pas gagné un seul match à la WWE. À la fois à la télé et même dans les house shows. Donc, c'est ça quand t'es méchant, tu perds. Il faut être méchant, après. Manque flagrant de discipline. Il va peut-être falloir que je sorte le fouet. C'est ça, vous l'avez. Un gros coup de palette. Vendredi, donc 2 jours avant WrestleMania, au Barclays Center à Brooklyn, à New York. C'est NXT TakeOver, ça va être le premier. C'est ça qui est, ce week-end-là est intéressant parce que c'est 3 grosses cartes en 3 soirs. Quel show va voler le week-end? On s'entend que ça risque de se passer. WrestleMania est l'expérience la plus mémorable auquel on souhaite être, mais en termes de carte de lutte, c'est vendredi ou samedi que ça va se passer. Commençons justement avec vendredi, parce que là, on a la carte complète avec, depuis l'émission d'hier soir, justement, où on sait maintenant les gagnants de la Dusty Rhodes Tag Team Classic. Sans surprise. Donc, sans surprise, Ricochet et Aleister Black qui ont remporté, qui vont affronter War Raiders au pay-per-view. On a découvert tranquillement War Raiders dans les mois qui ont précédé. Tout le monde voit ce que ces deux gros bonhommes-là peuvent faire. Puis avec le talent qu'il y a dans ce ring-là, ces 4 gars-là, ça va être... Ça peut pas être mauvais. Là. On les a vus partager un ring brièvement pendant le War Games l'année passée. War Raiders, c'est ça. Ils les ont mis dans l'histoire avec les championnats par équipe. Donc là, ils sont plus fréquemment à la télé. C'est tout ce que ça prenait. Là. Si vous cherchez des défauts à ce combat-là, il n'y en a à peu près pas, à part l'explication un peu lousse de l'équipe Ricochet-Black. Mais c'était pour le tournoi. Ils l'ont déjà fait, d'associer 2 lutteurs singles. Puis là, ils gagnent le tournoi. Donc c'est légitime d'avoir une chance au titre. C'est un mini défaut. C'est pas vraiment un défaut, mais justement, hier, c'était l'épisode hebdomadaire de NXT où on a couronné Ricochet et Aleister Black comme étant les champions de ce tournoi-là. Et ça faisait quelques semaines que j'avais pas écouté NXT, j'en profitais pour me remettre à jour un petit peu. Et quand j'ai vu justement Aleister Black et Ricochet arriver, j'ai pas senti l'excitation que j'aurais peut-être dû ressentir parce qu'on les a tellement vus lors du dernier mois à Raw et à SmackDown, c'est presque systématique. Le lundi, le mardi soir, puis même le mercredi soir, on les voyait à chaque fois. C'est une équipe qui demeure excitante à cause de leur moveset, l'énergie qu'ils apportent dans le ring. Mais là, j'ai commencé à avoir peur qu'on les surexpose et qu'on perde justement l'espèce d'enthousiasme qu'on a par rapport à eux. Je pense qu'on n'est pas encore rendu là, mais les 3 premiers quarts de l'émission de cette semaine,
J'étais bien intéressé. Et là, quand j'ai vu, ah ouais, c'est encore eux autres, puis surtout que les Forgotten Sons, on s'est entendu que c'est pas eux autres qui me font en sorte que je suis bien excité, c'est ça? Moi, c'est ces deux gars que je pense qu'ils devraient pas être en équipe ensemble. Pour moi, c'est les stars en solo. C'est ça. Mais je pense que c'est de même qu'ils ont choisi de les présenter justement à Raw et SmackDown en attendant de leur faire quelque chose. Des combats par équipe, ça les met à la télé un peu comme de bar. Comme quand tu sais pas quoi faire avec deux gars talentueux, tu les mets ensemble. Ça ressemble à une tournée d'adieu NXT aussi. Là. Fait que, on les voit beaucoup. Mais ça, je pense que TakeOver risque d'être la fin pour les deux. Donc, parce que là, on partir avec un bang. On s'enligne pour qu'il y ait un match par équipe à NXT TakeOver, mais aussi, j'imagine, à WrestleMania, peut-être en pré-carte. On ne sait pas encore exactement ce qui va se passer du côté de la scène par équipe de Raw. Rien confirmé. Ça risque d'être encore une affaire à plusieurs. Et Raw et SmackDown, les deux les ceintures par équipe n'ont pas de plan. Les Usos l'ont souligné à SmackDown, d'ailleurs. On n'a pas d'adversaire. Qu'est-ce qui se passe? Probablement qu'ils vont lui pitcher New Day d'impact avec d'autres équipes. Donc, ou pas. Il n'y a plus de place sur cette carte-là. Tu peux ne pas défendre les ceintures par équipe à WrestleMania. C'est weird, dit de même. Mais tu peux, parce que tu as décidé de mettre The Miz puis Shane, ça fait la même. Donc, peut-être qu'Aleister Black puis Ricochet, ça pourrait être leur seule apparition, ou tu les mets dans le Entry the Giant, machin chose. Donc, si c'est leur grosse apparition de la fin de semaine, go nuts. Parce que les War Raiders peuvent répliquer, ils vont rebondir d'une façon différente aussi de ce qu'on a vu souvent. On n'a pas vu Ricochet encore contre des gros monsieur. Brièvement, là, mais des Lars Sullivan de ce monde, là, mais là, Rowe puis Hanson, ils sont gros. Là. Ils sont capables de le bardasser. Ça sera même pas le match de la soirée, mais ça va on va en jaser, ça c'est sûr. C'est une excellente façon de partir peut-être la soirée. C'est pas ça qui rouvre la soirée. C'est Walter et Dunn qui rouvre la soirée. L'ordre est officiel? Melzer avait l'air de dire que oui, qu'on partait avec le UK pour partir avec un gros combat. OK. En tout cas, peu importe. Je pense pas qu'on s'attend à personne à voir les titres changer demain. Je pense que War Raiders, c'est une équipe établie. On essaye de les monter justement à la NXT. Puis là, on a deux stars qui sont de toute façon peut-être sur leur dernier mille dans le brand noir et or. Ça serait surprenant qu'on les ait autant vus à Raw et à SmackDown pour juste que ça dure pendant un mois puis qu'on les renvoie en Non, surtout, c'est pas des joueurs mitoyens comme EC3. Là. Les deux ont clairement des plans de vedettariat à moyen long terme, surtout Ricochet. Donc, c'est juste une façon de les introduire doucement. Puis, ça fait pas mal à personne de perdre contre les War Raiders. Là. Donc, gros combat. Ils vont retain. Ça fait 3 mois qu'ils sont champions. Combat qui va peut-être ouvrir la carte. Justement, c'est l'affrontement de Pete Dunne et Walter. Deux gars, exactement. Deux gars sur lesquels on est très high, tout le monde ici. Puis on peut s'attendre à quelque chose d'assez extraordinaire. Et peut-être aussi, pour la première fois en 1 an et demi, sinon plus, un nouveau champion UK. Pensez là que ça arrive. Ça fait plus qu'un an et demi. Je pense 460 que. Non. La semaine passée, il y a 2 semaines, on était rendu au 666e jour de règne de Pete Dunne. Donc, c'est ça. Là, tu pourrais peut-être vérifier, mais non, on est quasiment rendu à 2 ans là, de règne. C'est assurément un des plus longs règnes de l'histoire récente de la WWE. Donc, effectivement, là, je pense que à travers tous les adversaires qui ont été mis dans les pattes de Pete Dunne depuis le moment où il a gagné le championnat, là, je pense que Walter, c'est de loin le plus coriace, le plus menaçant. Je voyais des gens qui disaient mais peut-être que justement pour encore plus établir Walter, on pourrait utiliser ce match-là pour faire une espèce, je dirais pas de squash, mais on évoquait la comparaison avec Brock Lesnar puis John Cena à SummerSlam 2014, faire un match vraiment à sens unique où Pete Dunne se fait détruire. Ça pourrait être une option, mais je pense que ça serait un petit peu un gaspillage aussi du talent de Pete Dunne. Je pense pas qu'ils vont là. Surtout que Walter a lutté, je crois, à NXT UK. On l'a vu lutter. Donc, ton effet serait un peu gaspillé, mais tu bats le champion des 2 dernières années, tu rentres sur la scène. Je pense que c'est le temps parce que là, on commence. Là, NXT UK s'installe, ça fait quelques mois. Là, on peut parler d'une vitesse de croisière. Puis Walter n'a pas été signé pour être un joueur de second plan. Donc, il y a une stature de champion. Il y a une stature de champion. Puis là, tu arrives à New York. Walter ne traverse pas si souvent que ça les lignes. Je pense que tu vas vouloir faire un statement que c'est Walter, le gros nom à battre. Puis ça va être un combat physique. Là, on les a déjà vus, les deux se battre en Europe. C'est jamais doux.
Les chops de Walter sont dévastatrices. Par exemple, PCO qui a encore un peu une marque sur le chest 1 an et demi après. Donc, tu vas commencer avec ce genre de fight-là, très physique, très intense, puis Don aussi est capable de faire du physique, mais contre Walter, il va encaisser à qui mieux. Ça va mettre le ton. Ça va peut-être être mon match de la fin de semaine, parce que j'aime beaucoup les deux, à moins qu'ils leur donnent juste un 15 minutes, puis que là, ils sont obligés d'aller un peu plus vite. Mais s'ils leur donnent un bon 20, s'installer comme il faut, nouveau champion, puis tout, on va avoir un gros moment pour partir TakeOver. Puis si vous ne connaissez pas Walter, c'est l'occasion parfaite. Ouais. Il pourrait potentiellement mettre fin à un règne de 675 jours au moment où on se parle. Il a gagné la ceinture le 20 mai 2017. Quand même, hein? Ça fait un bout. Puis il y a juste eu Tyler Bates sinon qui a eu cette ceinture-là. Donc on parle d'un court lignage, ligné, whatever. Courte historique de ceinture. Change de mot dans ce temps-là. Moi, c'est ma stratégie. Je suis rendu là. Donc, Walter, nouveau champion, serait la prédiction officielle. Ouais, on ne le voit pas à l'écran présentement, ni les gens qui nous écoutent, mais moi, je suis arrivé couché sur un couch avec la fumée en train de boire dans une grosse coupe. Il était accompagné j'ai ri à gorge déployée en voyant ça arriver. Velveteen Dream, on continue de toucher toutes les bonnes notes avec la gimmick, avec tout le personnage. On dirait qu'on mérite pas ça. Avec son calice et genre la ceinture évachée à côté de lui. C'était merveilleux. Là, il affronte Matt Riddle dans un autre match qui va être excellent. Je pense pas qu'on est prêt. Je pense que Riddle a besoin d'une ceinture à ce moment-ci. Non, je pense pas. Je t'ai déchiré au début parce que Riddle a clairement une fusée dans le dos, mais non, tu peux attendre un Velveteen peu. Aussi, donc c'est ça. Puis Riddle, je pense qu'ils vont le parachuter rapidement dans le portrait de la ceinture mondiale, plus que Velveteen, on dirait qu'ils ont décidé que ça allait être un an de plus encore, tandis que Riddle, j'ai le feeling depuis le début qu'il va pas s'éterniser à NXT. Donc, si on a donné un championnat, ça risque d'être le championnat du monde, puis rapidement, pour tout de suite aller graduer après. Ouais. Parce que Riddle, écoute, ils ont un traitement documentaire. Il est plus gros que la plupart des gars à NXT. Il y a déjà un aura autour de lui. Tu veux prendre ça puis monnayer le plus rapidement possible, sans dire que tu te gaspilles à NXT, parce que c'est cool NXT puis c'est très bon. Riddle a du gros stade. Comme tu peux le mettre dans une grosse foule, sauf que là, qu'est-ce que tu fais avec Velveteen? Est-ce que Riddle va perdre avec un tour de passe-passe pour le protéger un peu? Ou tu donnes ce go-là à Velveteen comme vas-y, c'est toi le champion télé. C'est quand même assez récent. Il a battu Gargano il y a quelques semaines. Champion nord-américain. On n'est pas dans WCW des années 2000. Je suis nostalgique. Bon, OK, championnat nord-américain d'abord. Mais j'avoue, ça pose un problème d'un point de vue de booking, ce match-là, parce qu'on dirait que ni l'un ni l'autre peut vraiment perdre de façon décisive. Donc, il va y avoir du foul play, en quelque part, j'imagine. De Mathieu. Les deux styles ensemble, je suis vraiment curieux, parce que Dream a son style quand même particulier. Il rebondit beaucoup sur ce que ses adversaires donnent. Mais Riddle, depuis qu'ils l'ont présenté à NXT, il mise beaucoup contre-attaque. Donc, je me demande le mélange des deux, qu'est-ce que ça va donner. On les a pas vu travailler ensemble, c'est la scène indépendante. Fait qu'il n'y a pas eu un avant-goût de ce que ça pourrait donner. Non, vraiment. Puis encore là, Matt Riddle, on l'a pas vu beaucoup, donc si vous le connaissez moins, vous allez apprendre à le connaître rapidement. C'est toujours aussi weird de le voir nu-pied. Et même son combat cette semaine, le mercredi, j'oublie le nom du dos. The Finest, Kona Reeves. Ouais, Kona Reeves, qui est un enhancement talent, comme on dit à NXT, mais il a donné un solide travail à Matt Riddle, puis avec l'intervention, le bout de divan. Donc, qu'est-ce que Dream va sortir comme costume? On le sait pas. Pense qu'il va garder sa ceinture nord-américaine. Pense que ça va être un pas pire de bon combat, ça, avec. Un combat pour la ceinture féminine, Shayna Baszler qui défend dans une danse à 4 avec Kairi Sane, Bianca Belair et Io Shirai. C'est le week-end de Mania, fait que c'est sûr qu'il faut toujours aussi penser au call-up potentiel. Est-ce que Shayna est due? Là, on nous établit une occasion parfaite pour perdre la ceinture sans être piné dans une danse à 4 comme ça. Moi, je pense qu'on devrait faire le statement de la faire garder sa ceinture et de la caller up avec la ceinture NXT parce que ça amène un certain, puis t'as fait perdre après ça éventuellement Fluke. Ça dirait que les premières fois que j'ai vu Shayna Baszler à NXT, j'étais vraiment pas convaincu du potentiel, son style. J'étais pas sûr de son aura, mais maintenant, je dois m'avouer absolument conquis et je vois difficilement dans le roster féminin présentement de NXT qui pourrait avoir la
même justement aura de championne. Peut-être, tu sais, Io Shirai. C'est Bianca. C'est Ouais. Bianca, puis de toute façon, on a pensé ça. Puis c'est pas juste avec le roster féminin, c'est la même chose avec les hommes. Il y a toujours des phases où on fait comme, man, le roster est tellement fort là, puis là, tout le monde est calé, puis on fait comme, ah, il restera plus rien, puis plus personne, ça va être plate. Puis là, tout d'un coup, tu sais, tu perds Joe, Finn Balor, Shinsuke, puis tu fais comme, ah, il y aura, puis Bobby Roode, il y aura plus rien à NXT. Puis là, tout d'un coup, non, c'est le Gargano and Ciampa time, tu sais. Puis il y a toujours, puis là, je pense que ça va être la même chose avec la division féminine. Il y a Casey Catanzaro là, qui commence aussi, qu'on commence à voir de plus en plus, qui est drôle, cette semaine, extrêmement talentueuse. On la voyait, la face lui arrive après vis-à-vis le troisième câble. Ouais, ben c'est ça. C'est une gymnaste athlète. Elle faisait, c'est quoi, les American Ninja Warriors. Donc, elle apprend sur le tas, mais l'athlétisme est dans le tapis. Donc, elle a un beau potentiel. Puis, on l'a vu au Rumble cette année. Ouais, on l'a vu au Rumble. Tu sais, Frank, il parlait un peu de rotation dans tout ça. Je me souviens pas qui l'a souligné, peut-être sur Reddit, que l'année passée, à la fin de semaine de WrestleMania, toutes les darlings des fédérations indépendantes, c'était genre Keith Lee, Matt Riddle, Walter. Tous ces gars-là ont volé le show pas à la E. Puis là, on est un an plus tard, ils sont tous dans la maison. Ils vont probablement voler le show, à part Keith Lee qui n'a rien de prévu. Là. Donc, tu sais, elle est là aussi, le recyclage. Ils vont aller piger de plus en plus dans le indie. Puis t'as pas besoin de les groomer pendant 4 ans. T'es plug à la NXT, tu leur donnes un peu d'air d'aller, puis ils sont partis. La division féminine va faire exactement la même chose. T'as Shimmer qui a plein de talent. T'sais. Ils vont aller piger. Je pense que c'est le temps de Shayna de monter, ne serait-ce que pour boucher le trou que Ronda va laisser en partant. C'est ça que je pensais. Donc, championne ou non, moi je pense que tu le donnes à Bianca pour faire le move concret. Tu donnes un rematch à Shayna pour la forme, puis que là, Bianca va le regagner. Je pense qu'il est tôt pour un... Bianca n'a rien d'établi encore d'assez fort pour être championne. Je pense que là, elle a besoin mais son dernier match à TakeOver au Rumble, c'est quoi, Phoenix? TakeOver Arizona, whatever? Oui, mais justement, c'était le premier match. On commençait à l'établir. Moi, je pense qu'elle a besoin de temps. Peut-être. Mais elle a le hit factor, l'espèce de star power que peut-être justement Io Shirai n'aurait pas nécessairement. C'est un peu ne serait-ce qu'en raison Shirai. de la. C'est ça, mais je pense que dans le ring, c'est une coche en haut de toutes les autres, donc ça va être intéressant de la voir dans ce match-là, mais de là à la couronner championne, je sais pas. T'sais, justement, comme Kairi Sane, ça marchait, c'était cute son règne de championnat parce qu'elle a comme une gimmick, là, genre avec le coffre au trésor, ça venait compenser sa difficulté à s'exprimer en anglais, mais comme on l'a vu, ça ne pouvait pas durer indéfiniment. Ça a duré quoi? Quelque chose comme 3-4 mois ça, je pense que je l'aimais beaucoup dans le tournoi Mae Young, puis on dirait que la revoir chaque semaine, il y a des limites à ce qu'elle peut faire. Kairi Sane, un coup que le pirate est passé, dans le ring, elle est très dans la moyenne de toutes les autres, donc elle n'a pas d'élément distinctif. Un coup qu'elle laisse, c'est quoi sa roue de bateau sur le bord? C'est ça. Comme il y a... On voit le saut là, puis il y a un saut entre NXT et le main roster. Puis il y a plein de gimmicks, le fun qu'on aime, qu'on a aimé à la NXT, que rendu en haut, avec l'overexposure qui vient avec, puis le booking qui est différent, des fois, qui ne fonctionne pas. Une des prochaines stars de la NXT, que ça ne fonctionnera jamais sur le main roster, je ne serais pas capable de dire son nom, là, mais c'est Eric Grugenbaven, Bugenhagen, qui fait l'air guitar. Lui, là, ça va être drôle. Moi, je vous le dis là c'est une star de la NXT d'ici... L'année prochaine, à Mania, là, il y a un gros match. Il va nous partir un takeover avec du air guitar. Oui, tu le calls jamais up. Même Dream est un potentiel de tomber à plat en haut. Faut qu'il le protège de ça parce que en plus, on tombera même pas dans l'homophobie et tout ça, là, mais... Non, mais il rentre avec des chicks en plus. C'est ça, mais il est juste sexuel. En fait, c'est ça la gimmick. Exactement. Elle est écœurante, la gimmick, mais tu sais, quand tu montes le volume à 12 puis que tu parles à un stade, des fois, c'est gimmick écœurante. Là, Prince Pretty, ça a fait ça aussi. Là, c'est comme, on adorait ça, puis là, tu l'as monté un peu, le monde n'embarque pas. Hein, Dream, c'est Mathieu. C'est une tension sexuelle qui marche. C'est vrai. Toujours. Dès qu'on est proche de Mathieu, on se questionne. Ça nous fait remettre bien les choses en question quand on est... moi, les questions sont finies. Je serais bien lousse. Ouais. On dort tous dans le même Airbnb. C'est ça. Je pense que je vais amener des petits... On ne te racontera pas tout ce qui s'est passé à la fête à Mathieu quand tu es parti tôt la semaine dernière. Non, on va c'est le mystère. Dans le main event, parce qu'on ne peut pas avoir de belles choses dans la vie, Tommaso Ciampa s'est blessé. Ça nous a
enlevé la possibilité enfin là, de cette dernière confrontation avec Johnny Gargano pour le titre de la NXT. Donc, plan B, on pousse Adam Cole dans le spot de Ciampa. Gargano redevient gentil tout d'un coup de même. C'est comme extrêmement gentil. Là, je veux dire, c'était un peu plus clair dans l'épisode de cette semaine. Justement, tu as Adam Cole qui insulte la foule en disant arrêtez de chanter, j'ai pas besoin de vos encouragements. Puis c'est rare qu'on voit les lutteurs s'adresser à la foule et leur dire ah oui, continuez de m'acclamer, j'aime ça vos chants. Donc là, on rétablissait les films. Je pense que si Ciampa est l'adversaire de Gargano, Gargano aurait dû remporter la ceinture de la NXT à ce moment-là en enlevant toute la portion de Tommaso Ciampa. Johnny Gargano ne devrait pas toucher à ce titre-là. 100% d'accord. Et c'est Adam Cole, baby. l'Adam Cole moment. Là. On l'attend depuis longtemps. Adam Cole a la posture d'un main eventer à la NXT depuis le jour 1. On l'a tenu loin de tout ça avec le titre nord-américain, avec Undisputed, la faction dans l'ensemble. Là, c'est le moment de le pousser en haut de la carte. Oh, puis le monde attend juste ça. Il est tellement over, même en étant le méchant de l'histoire. Gargano est supposé être le super gentil, puis le monde veut juste crier Adam Cole, baby. Là. Donc, quand tu vas lui donner cette ceinture-là, il va y avoir un pop monstre au Barclays. 2 ans de making. Ça fait 2 ans qu'Adam Cole est là. Il a tout raflé ailleurs. On l'avait déjà épinglé comme étant un futur champion NXT. Oui, c'est le plan B, mais probablement que c'était dans les plans de donner le championnat NXT à Adam Cole. C'est juste, c'était pas à ce takeover-là. On se revire de bord. C'est plate pour Gargano, mais ça va donner un show. C'est un 2 de 3 en plus. Ils vont assurément leur donner le temps. Undisputed Era va s'en mêler. Qui va aider Johnny, je ne sais pas, parce qu'il va falloir que tu égalises un petit peu le tableau de jeu, ou pas. J'ai jamais eu le temps d'allier si on veut, dans ce roster-là. Donc, tu as des ennemis d'Undisputed, les War Raiders pourraient venir faire les bodyguards un peu et tout ça. Il y a plein de possibilités, mais 2-3 pas de disqualification. On sait ce que Gargano peut faire quand tu élargis son terrain de jeu. Adam Cole peut suivre la cadence dans tout ce qu'il va lui envoyer. Il va être le dominant en plus, parce qu'il est c'est rare qu'il l'ait, mais là, il est plus grand, plus gros. Donc, il va jouer le rôle un peu de l'intimidateur. L'histoire risque d'être la meilleure de la soirée au niveau du ring, au niveau de la construction. Gargano nous déçoit rarement aussi. Là, il était dans notre top 3 des combats de l'année. Il occupait quasiment les 3 positions. Ben, pas quasiment. Il occupait les 3 positions. Tu dis rarement, je dirais, il déçoit jamais. C'est ça. Donc, oui, c'est un plan B. Mais on peut-tu avoir un meilleur plan B que ça? Je suis déçu pour Ciampa, c'est bien plate, mais là, j'ai Adam Cole comme Johnny Gargano. Oui, là, ils ont 2 semaines pour le construire. Tu as vu cette semaine, c'est ça, là. Gargano, tu viens de faire ton turn? Ouais, vas-y, beurre épais. T'es bien gentil. Puis probablement que le prochain épisode, ça va être la même affaire. Donc, je suis très in. Le monde, on dirait qu'on a de la misère à embarquer, mais c'est comme, je l'ai vu sur papier, puis j'étais in. Là. Donc. Puis je pense qu'il y avait, il y avait le choix, mais c'est une bonne idée d'ajouter justement une stipulation un peu spéciale pour faire passer un peu mieux la pilule du fait que ça ne sera pas le match qu'on attendait entre Ciampa et puis mettre ça spécial, là, comme donner de l'envergure vu que tu n'as pas l'année et demie de climax derrière. Mets ça big, fais un moment, puis Adam Cole, baby. Le seul désavantage de ça, c'est que je vais être encore pogné 2 semaines avec la maudite tonne d'Undisputed Era dans la tête. Je suis pas capable de m'en débarrasser. Donc ça c'est vendredi. Nous autres, on va probablement aller se pointer si on est capable d'arriver à temps au show de Rev Pro, Fédération britannique, qui risque d'être très intéressante aussi, qui est en fin d'après-midi. Samedi, c'est énorme cette carte-là. Là. C'est le fameux show conjoint à ROH New Japan à Madison Square Garden, la première fois qu'une compagnie qui n'est pas la WWE qui va runner l'MSG depuis une compagnie mexicaine, il y a 30 ans. C'est ça, on parle de longtemps. C'est pour ça c'est une très bonne chose que finalement NXT TakeOver a été déplacé au vendredi, contrairement à l'habitude, parce que sinon ça aurait été une décision impossible. Pas impossible. J'aurais choisi la New Japan, malheureusement. C'est comme trop un événement rare. Puis c'est MSG, puis c'est la carte. J'aurais acheté des billets sans avoir la carte, mais là, la carte est finale, puis ça n'a pas de maudit bon sens. Faisons le tour de cette carte-là, justement. Will Ospreay, qui est champion Never Open Weight, qui affronte Jeff Cobb, qui est champion ROH TV. Les deux s'affrontent, les 2 belts sont en jeu. Winner takes all
Ouch! Beaucoup de winner takes all sur la carte. Fou raide. Ouais. C'est ça, ce genre de carte-là, tu peux dire, c'est un spot show, il n'y aura pas de changement de titre. Non, il y a des winner takes all partout. T'as comme pas le choix d'avoir des changements de titre, puis t'as des ceintures d'une des deux compagnies qui va traverser. Donc là, t'as soit Will Ospreay qui va perdre contre Cobb ou l'inverse. Puis les deux sont dans des poussées. Là. Will Ospreay, on le pousse chez les heavyweights à la New Japan, justement comme champion, qui prend tous les défis, qui s'est battu contre Okada, qui a eu une grosse New Japan Cup, qui a une bonne année. Mais t'as Jeff Cobb qui n'a pas perdu un combat depuis qu'il était à ROH. Ouais. Donc, quelle compagnie va gagner un peu son bout du bâton puis d'avoir son champion au-dessus? J'ai de la misère à prédire, mais le combat va être fou raide. Honnêtement, là, wow! Will Ospreay n'a pas le choix d'être présent dans n'importe quelle discussion qu'on pourrait avoir sur le meilleur lutteur pur sur la planète. Présentement, il n'a pas le choix d'être dans le top 3. Là, je pense qu'on est nombreux à se souvenir là, d'un match déjà mythique, là, l'affrontement entre lui et Ricochet. Ouais. Il y a de cela comme 4 ans, je dirais. Puis les deux ont un style absolument, je dirais pas identique, mais semblable. Ospreay un peu plus grand, donc déjà ça lui donne une espèce de dimension de puissance additionnelle. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, Ospreay. Pensez à Ricochet si vous aimez ça, vous allez être servi. Mais ce qui arrive, c'est que ce combat-là avait été fortement critiqué parce que c'était des pirouettes, des backflips, le monde traditionnel de la lutte aimait pas ça, flippy flop, puis ces gogos-là. Ricochet est resté un peu à ce niveau-là, mais Ospreay, lui, depuis, a pris de la masse. Et depuis qu'il est à la New Japan, il a appris à raconter des histoires dans le ring. Donc, il y a tout le côté acrobatique, technique, british aussi, un peu rude. Mais là, il a ajouté du storytelling par-dessus tout ça. Donc là, c'est un total package qui approche la trentaine. Puis son seul ennemi présentement, c'est qu'il se blesse souvent parce qu'il en demande trop à son corps. Mais côté, là, tout est là pour Will Ospreay. Et c'est ça. Donc là, tu arrives contre Jeff Cobb, qui est un train de marchandises, un espoir. Ça fait pas longtemps qu'il fait ça, mais on dirait pas. C'est comme c'est un talent naturel. Donc, ça a un potentiel d'être le combat de la fin de semaine. Ça pourrait être un candidat de combat de l'année. Puis je pense qu'Ospreay wins all. Puis c'est même pas nécessairement le meilleur combat sur la carte. Non, ça, tu vas dire ça à chaque match qui s'en vient. Bon, j'ai une coupe de bémols. Ben, pas des bémols. Il y en a qui s'en vont être bons sans plus. Mais il y a 2-3 combats sur cette carte-là que oui, ça pourrait être dans les combats de l'année. C'est toute la même soirée. Le seul combat qu'il n'y a pas sur cette carte-là, une stipulation ou un titre en jeu, c'est l'affrontement entre Rouge et Dalton Castle quand... T'as pas besoin de mettre du flafla autour d'un affrontement de ces deux gars-là. C'est un défi. Il l'a accepté. Dalton Castle est un gars que moi j'aime beaucoup. Puis Rouge. Qui est une nouvelle star montante là, à la ROH qu'on a. Ouais, à la ROH, oui. Là, mais tu sais, c'est le Los Ingobernables original. Donc, on va avoir la faction Japon et la faction originale sur le même show. Parce que Naito aussi va être présent, tout comme les gars de l'IJ. Est-ce qu'on peut voir les gars de la version japonaise venir aider Rouge? For sure. S'ils ne rentrent pas avec les gars, ou avec un clin d'œil des gars de l'IJ, c'est pas logique parce que c'est la même faction qui a juste deux entités différentes. Là. Naito est allé au Mexique apprendre d'eux autres. Le Tranquilo et tout ça, ça vient de Rouge puis de la gang du Mexique. Donc là... Est-ce que c'est rare que les deux gangs se retrouvent sur la même carte? À peu près jamais. C'est ça. Okay. Parce que Rouge sortait pas du Mexique. Donc, il y a eu quelques voyages de New Japan où là, ils se croisaient. Puis, tu sais, c'est ça, t'as Cien Almas, qui était la Sombra à l'époque, il est plus dans la gang. Puis les autres non plus sortent pas vraiment du Mexique. Donc là, on les a en sol américain. Rouge, c'est ça son contrat avec ROH. Là. Il peut encore lutter CMLL et tout ça, mais quand il est ailleurs, c'est pour la ROH. Okay. Donc là, s'ils font pas le clin d'œil, je comprends pas. Dalton va avoir ses petits gars. Donc, ça prend du monde pour backer Rouge. Si c'est pas Naito, tu lui donnes les autres membres de l'IJ qui font rien. Je sais pas s'ils vont faire le voyage, par exemple. C'est ça l'affaire qui... Les petits gars à Dalton, par exemple, sont sur la pente descendante. Là. C'est les petits gars à Kelly qui sont, sur une pente très montante. Achetez votre T-shirt des petits gars à Kelly. C'est peut pogner avant que ça soit Yama. Vous pourriez dire, je le connaissais quand c'était Indie. Je les ai vus au Fofone électrique là, dans le temps. C'est les petits gars à Kelly. J'étais un petit gars à Kelly quand c'était un groupe select. Avant que tout le monde y soit.
Mayu Iwatani va défendre la ceinture Women of Honor, la ROH, contre Kelly Klein, Mayu Iwatani. C'est ça? Ouais. C'est la division féminine de la ROH est tellement négligée qu'on oublie qui est la championne d'un événement à l'autre. C'est cool qu'il y ait un combat, je suis vraiment content, mais maudit qu'ils leur donnent pas d'exposure. Il y a comme, je pense qu'il y en a 4 sur l'alignement de ROH des femmes, puis ils en perdent aussi. Il y en a qui ont décidé de claquer la porte puis d'aller ailleurs, justement, parce que le Woman of Honor n'a pas de booking. Là. C'est un peu Tessa Blanchard qui a surpris tout le monde en s'en allant à Impact, entre autres. Puis tu peux pas la blâmer, elle serait jamais à la télé. Donc tant mieux, là, on va avoir un beau spot pour eux autres. À MSG. Une fille de talent. Kelly Klein est très bonne. Ça va être la fun. Ça va être très, très intéressant. Bully Ray va se battre dans un New York Street Fight contre un adversaire qu'on ne connaît pas présentement. Ça va être ça. Regarde, t'es à New York, t'as un peu de nostalgie. Why not? Je pense qu'il y avait des rumeurs que tout ça semblait peut-être pointer vers Flip Gordon, qui là semble peut-être être blessé. Il va manquer le show fort probablement. Donc, je ne sais pas qui il reste qui peut venir. Ouais, ça serait plate, ça soit un gars d'ROH parce qu'il a un peu fait le tour. Puis des gars du Japon, ben là, si t'es fait traverser juste pour ça, tu pourrais amener Suzuki, à la limite, qui fait le voyage. Il va être à Rev Pro la veille, donc il est stateside. Il est pas sur la carte. C'est à peu près le seul que je verrais là, venir répondre au challenge Street Fight. Avec un style pour un peu y plus montrer. brawler. Ben c'est ça. Pour y dire, tu veux faire un Street Fight, montrer comment ça marche, chef, 50 ans, Japanese style. Suzuki qui a un combat tag team, si je ne me trompe pas, à Rev Pro, je pense, avec Sabre Jr. contre. C'est là que j'ai un blanc. C'est pas CCK, c'est les autres, le Australian, je sais plus quoi. Là, Moi aussi, j'ai un blanc, mais c'est le combat qui remplace le combat de Pac. Parce que Pac devait être sur la carte. Puis, Mais non, moi, c'est pas ce que j'en me semble. C'était Tanahashi puis quelqu'un d'autre. Là. Ah oui, c'est vrai. C'est Tanahashi puis c'est pas Ishii. Ah non, Ishii a d'autres choses. Mais ouais, t'as raison, c'est Tanahashi puis quelqu'un d'autre. Le gros combat. Mais on oublie, c'était qui? Tantôt, Stéphane a voulu commencer en disant, bon, Ospreay, Cobb, meilleur combat du week-end. Puis là, on arrive à Taiji Ishimori, Bandido, Dragon Lee pour la ceinture Junior Heavyweight IWGP. Hey, ça va voler. Ça va voler, littéralement. Tu sais, mon seul bémol, c'est que c'est rare que des three-way, ça fait des combats de l'année. Mais il va y avoir du stock là-dedans. Le Bandido n'a aucun sens. Dragon Lee est un peu blessé, je pense, mais il donne toujours un spectacle de fou. Puis Ishimori a le style plus physique, mais c'est la vedette des trois un petit peu à cause de son booking, associé au Bullet Club aussi, donc champion des juniors. Wow! Bandido, là, on l'a présenté dans nos dernières émissions à RDS2 parce qu'on avait enfin des combats. Il vient d'arriver à la ROH, il a commencé à se battre avec sa gang de Lifeblood. Puis sérieux, il a 24, 25 ans, ce gars-là, ça n'a pas de bon sens. Puis tu sais, on parlait d'high flying avec Ricochet. Là. Dites-vous que Bandido est au moins l'équivalent, peut-être mieux que Ricochet. Au niveau des voltiges. Ricochet a appris d'autres trucs, puis tu sais, son 630, c'est autre chose. Mais Bandido fait des affaires dans un ring qui physiquement s'explique difficilement. Quand on est rendu à faire les comparaisons avec Ricochet, c'est ça. C'est rapide. Même s'ils ont 10-12 minutes, là, ils n'arrêteront pas une maudite seconde. Ça va être essoufflant de les regarder aller, puis on va être bien assis tranquillos dans nos bancs. Puis ça va être quelque part dans le milieu de la carte, ça va nous craquer, ça va tellement être bon. Combat par équipe, les Guerrillas of Destiny, Tamatonga et Tangaloa, qui sont les champions IWGP. Villain Enterprise, PCO et Brody King, qui sont les champions ROH. LIG, Evil et Sanada, et les Briscoes, Jay et Mark. Winner takes all, donc le gagnant remporte les 4 ceintures. Les deux sets de ceintures. C'était supposé être du 1 contre 1. Là, ils ont rajouté du monde. Ça a l'air que Brody King est un peu blessé. C'est peut-être pour protéger ça puis s'assurer qu'il y ait un beat. Faire de quoi aussi aux gars de LIJ. S'ils font le voyage, on va les occuper. Ça va être... Là, c'est comme beaucoup trop de monde. Fait que ça va être des moments. Ça risque d'être un carnage. Oh, mais il n'y a personne de mauvais. Là, il va y avoir des tables, il va y avoir des échelles. PCO à MSG, j'ai peur pour sa santé. Officiellement, s'il donne un go, mettons, à Tamatonga, c'est fais-moi ce que tu veux, j'ai un peu peur de où ce qu'il va aller. Parce que quand ils ont gagné les championnats par équipe, on a vu les extraits, il a fait un bomb sur une table. C'est comme, fais pas ça, PCO. Là, tu le mets devant 12 000 personnes à MSG. Il fera pas, je vais y aller mollo, ça va être une belle soirée. Non, il va vouloir voler le show comme l'année passée. Fais attention, PCO. T'es plus jeune. On aimerait ça te garder une couple d'années encore. Là, comme, sois prudent. Puis qui repart avec tout ça? J'ai de la misère à voir que c'est pas Bullet Club qui ramasse tout, mais Villain Enterprise viennent de gagner aussi les ceintures, mais c'est ça, si Brody King est blessé,
Puis PCO, je suis pas sûr qu'il va traverser au Japon tout de suite. Donc, ça sent le Bullet Club Party avec la gang des parfums. Là. Vous disiez pas, je pense la semaine dernière, que c'est une des raisons derrière le fait d'avoir mis les ceintures sur PCO puis Brody King, c'était de mettre de la pression sur Marty Scurll pour qu'il reste à ROH. Ouais, mais Marty Scurll pourrait devenir champion du monde samedi. Puis ils ont des champions de 3-6. Okay. Donc, je pense qu'ils vont déjà avoir du gear un peu pour s'amuser. Puis, tu sais, t'as pas le choix. Il y a une des deux équipes qu'il faut qu'ils perdent le championnat par équipe. Puis, les Guerrillas of Destiny sont en feu, là, ce temps-là. Donc, puis, les ceintures par équipe du Japon, d'habitude, ont un peu plus de prestige que celle de la ROH. Donc, par défaut, on a tendance à mieux les estimer. Puis, je vois pas LIJ venir causer une surprise puis ramasser tout ça. Ça serait très cool. Quoique la barbe de Sanada est spéciale. À ce temps-là, il a l'air d'un lion. Il y a une grosse barbe bleachée qui ceinture. Tu sais, comme sa barbe, elle pousse, on dirait jusqu'en arrière de sa tête. C'est vraiment weird, sa barbe. Donc, c'est hors de contrôle. Donc, vous allez voir ça au show, à moins qu'il l'ait rasé. Là, mais il a fait la finale de la New Japan Cup. Puis il a l'air de Simba, là. Donc c'est spécial. On a parlé de Rev Pro, ils ont un working relationship aussi avec la New Japan. Et leur ceinture principale va être défendue sur la carte, le titre British Heavyweight, qui est détenu par Zack Sabre Jr., va défendre contre un certain Hiroshi Tanahashi. Encore là, c'est ça. C'est un autre... Là, on parle de storytelling dans le ring. Là, on risque d'avoir tout ce qu'il faut pour ça. J'ai peur que... Ben, pas peur, mais tu sais, vu qu'on va être loin, on va peut-être moins cerner ce que Sabre fait. Parce qu'à la télé, c'est tout dans la subtilité du je te mets un pouce d'un côte pour bouger ton bras, puis c'est toujours le fun. Parce que moi, les dernières fois que je l'ai vu, c'était dans la Cruiserweight classique. Là. Il y a là comme 2-3 ans. Est-ce que son style est encore identique? Beaucoup plus agressif. Il est méchant à la New Japan avec la gang à Minoru Suzuki Gun. Puis depuis qu'il y a ce edge-là de méchant, ils gagnent jamais avec la même soumission. Ils ont bâti cette game-là. Des fois, il va juste trapper tes bras puis te donner des coups de coude. Des fois, ça va être comme tes deux poignets puis tes deux chevilles sont prises. Puis tu es obligé d'abandonner parce que tu peux juste plus bouger. Donc, je pense qu'ils vont lui donner un win sur Tanahashi. Même si Tanahashi aux États-Unis, tu te dis, ah cool, il va rentrer, il va gagner. Je pense qu'on va continuer de builder Sabre, surtout champion British. On va garder sa ceinture, là, puis Tanahashi, sa carte juste pour nous autres. On va en avoir un guitar. Oui, Tetsuya Naito qui défend sa ceinture intercontinentale contre Kota Ibushi. Encore là, un autre show stealer. Ça, j'ai peur. Ils ont donné tout un combat à la New Japan Cup, puis c'est Ibushi qui a gagné. Fait que c'est pour ça qu'il a sa chance intercontinentale. Donc je pense que Naito va avoir son one-up. Je pense que Naito garde cette ceinture-là jusqu'à Wrestle Kingdom l'année prochaine. Pour peut-être être double champion. Match par échelle pour la ceinture de championnat du monde, la Ring of Honor. Jay Lethal qui défend contre Marty Scurll et Matt Taven. On en a parlé. Il y a comme une espèce de mouvement de séduction à l'endroit de Marty Scurll parce que la gimmick du villain est très populaire. Ses chums viennent de partir une fédération. Donc, Jay Lethal, il a été comme longtemps champion. Je sais pas si ce règne-là, s'il existe depuis longtemps. Mais ce règne-là, c'est depuis le début de l'été passé, si ma mémoire est bonne. Puis moi, je dirais que je le trouve pas particulièrement intéressant comme règne de champion. Là, on serait dû pour autre chose. Ses rivalités sont bas. Taven va bien de ce temps-là, mais là, si ton but, c'est de convaincre Scurll que techniquement, son contrat, je pense qu'il finit fin avril, c'est peut-être le moment là de capitaliser sur le fait qu'il serait bien à la ROH. Si jamais il a déjà dit non puis qu'il dit je pars, moi je donnerais la ceinture à Matt Taven, la gimmick du champion, faux champion. C'est ça, puis là il l'aurait pour de vrai. Là, ce serait la vraie. Ça va bien ces affaires. Donc il y a un nouveau champion. En tout cas, je pense qu'on s'entend là-dessus que si c'est Scurll, c'est parce qu'il reste. Si c'est Taven, c'est parce qu'on va voir Scurll quitter malheureusement vers ses buddies de la AEW. Et dans le main event, le champion heavyweight de la IWGP, Jay White qui va défendre contre Kazuchika Okada qui a remporté la New Japan Cup. Rematch. Qu'est-ce que... Autant je me foutais de Jay White là, 1 an et demi, je le trouvais beige. C'est fou ce qu'on a réussi à faire. Ils ont tout fait comme du monde. Ils ont pris leur temps, ils l'ont ramené comme le Young Lions, après ça on le met comme Switchblade. Étape par étape, jusqu'au heel turn de Jado contre Okada. Donc le Jay White est comme quasiment le nouveau Okada, mais c'est un importé, c'est un gaijin. Il est méchant, il est Bullet Club. On y croyait pas à son règne de champion. Finalement, il est knock là, en dehors du parc à chaque fois. C'est un moment clé pour le cimenter. C'est un moment, soit tu le cimentes, ou soit tu repositionnes Okada.
Ouais. Parce que là, Okada aussi, lui, a fait il a touché le fond un peu après avoir perdu sa ceinture contre Omega à la fin du printemps l'année passée. Après ça, il s'est remonté quand Gedo a tourné sa veste, a gagné la New Japan Cup. Donc, tu sais, c'est de la reconstruction. Tu pourrais faire le statement que, hey, à ta peu, chef, c'est encore ma place ici. New Japan aime ça, avoir une grosse vedette comme champion. Il n'y en a pas eu beaucoup des champions. C'est pas une ceinture qui. Il n'y a pas des champions de transition souvent. Donc, Jay White, là, ça fait pas longtemps. C'est ça qui joue en sa faveur. Mais si tu veux positionner Okada tout de suite pour Wrestle Kingdom l'année prochaine, c'est peut-être pas une erreur non plus. Il était pas dans le main event à Wrestle Kingdom cette année. Donc, oui, non, il a perdu contre Tanahashi. Non, c'est Tanahashi contre Omega. Donc, il n'était pas dans le main event de Wrestle Kingdom cette année. Donc, si tu veux le repositionner tout de suite, c'est peut-être le temps. Puis tu auras un ciboire de beau moment MSG si Okada re-win la ceinture. Moi, je pense qu'on va vouloir finir le show justement avec Okada qui célèbre dans le ring. Puis tu sais, ils ont 3 shows aux États-Unis, je pense, New Japan, qui s'en viennent, dont une des journées du G1 Climax. Je pense que tu veux vendre ces shows-là. Puis autant Jay White a une année de fou, c'est Okada qui va te les vendre, ces shows-là. S'il donne un 5 étoiles contre Jay White avec un gros finish, là, je pense que c'est là qu'on s'en va. Avec son gros règne, c'est sûr que dans les dernières années, Okada s'est bâti une crédibilité que Jay White ne peut pas encore avoir avant un bon 3 ans. Si tu veux que ton main event de Wrestle Kingdom, ça soit Naito contre Okada pour les 2 belts, faut que tu l'installes tranquillement, pas vite. Je pense que ça va commencer là. Un petit mot sur samedi dernier, parce que c'était en fucking Ascension au MTLUS, un des plus gros shows indépendants qu'il y a eu à Montréal depuis plusieurs années. C'était le show 20e anniversaire de la IWS. Puis dans l'ensemble, ça a été, je pense, une très belle soirée, Stéphane. Ouais, ben écoute, tout le monde est parti sur un high. Là. Le MTLUS, c'était pas plein à craquer, mais une belle foule. Là, un bon 800 personnes comme faut. La carte avait un mélange de nostalgie. Moi, ce que j'ai surtout aimé, c'est qu'on a misé aussi sur... on a couronné des nouveaux champions. Ouais. Donc, on prépare quelque chose de nouveau à la IWS. Benjamin Toll, enfin, met la main là-dessus. Donc, ça, c'est cool. On écoute ce que les fans sont le plus réactifs à. C'est une belle phrase, hein? Très belle syntaxe. Belle syntaxe. Écoute, les moments de nostalgie, c'était là. On se doutait que c'était peut-être pas le plus intéressant, mais c'était quand même agréable. Nos attentes de Tajiri étaient à terre, puis la puissance d'un Mike Bailey qui a été capable de tirer un match très intéressant d'un lutteur qui est vraiment past his prime. Là, qui ne fait que tourner en rond dans le ring puis envoyer des coups de pied. Puis c'est ça, on a utilisé Whipwreck pour s'acheter un 5 minutes de nostalgie, faire un Green Mist. Donc, c'était correct, mais Mike Bailey, 100%. Là, il est venu donner un solide show. Nous autres, on se dit que la lutte hardcore, c'est moins notre tasse de thé, mais j'ai sondé un peu les gens après, puis ceux qui étaient là pour ça, le Fan Brings the Weapon, ont eu du fun. Puis à un moment donné, c'est ça qui compte. C'est comme si tu as une talle de ton auditoire qui aime ça, qui vient pour ça, ben faut que tu les nourrisses, puis qu'il y ait du plaisir. Puis si tout le monde ressort du show en se disant « Wow, c'était malade », ben c'est un win. Même ça, si... tu le fais à la fin. Oh, il y a des gens qui sont un peu là. plus inconfortables avec ça. Il y a des gens qui ont quitté, ils ont vidé une partie du parterre, puis après ça, c'est un mess. Là, donc, tu peux plus rien faire. Il s'en est pété du néon. Là. Puis Matt Angel est venu tirer son épingle à la fin. Il est venu, petit pas propre. Il est venu péter des néons dans le dos à Manny. Donc, on va sûrement avoir une réponse à tout ça. Comme ça, tu sais, il y avait un hype. Là, ça fait des mois qu'on en parle. On l'attendait. Puis j'y vais y prendre goût, moi, des spectacles de cette envergure-là sur la scène indépendante parce que ça fait du bien. Je pense que tout le monde qui travaillait sur le spectacle, les lutteurs, le crew, tout ça, il y avait une vibe différente. Tout le monde était juste « je te cite, j'ai du fun. » C'était pas un petit show du samedi où après, on va aller manger des hot dogs. Il y avait quelque chose de spécial. Puis ça va être le fun de vous le présenter à la TV aussi. Là, on va vous raconter tout ça mieux, vous allez le voir comme il faut. Puis, c'était pas pure game, les autres fédérations. Là. Moi, je vais y prendre goût à ces gars-là. J'aime ça. Dans les armes amenées par les gens, est-ce qu'il y en a qui ont marqué votre imaginaire? Ça a vraiment pas été si exotique que ça. On a surtout sorti des néons. Là, il y avait... Je me souviens il y a une jambe prosthétique qui est sortie, mais
Sinon, c'était quoi? Des imprimantes, des affaires la même. On C'était a assez standard. bâti des affaires avec des néons puis des punaises dessus. Ah, ouais, puis l'espèce de cactus en néon qu'on savait Ouais, pas que c'était c'est des ça. néons. Puis finalement, c'est comme, Ok, oh ok. shit, c'était des néons, ça. Donc, c'était bien des néons. Ce Puis, qui avait marqué mon imaginaire un gala passé, c'était une espèce de kendo stick avec 3 serviettes hygiéniques utilisées, Ah. tapées dessus. J'étais comme, oh, OK, c'était Ben pas la ouais. game. Dans le bon goût. puis évidemment, il y a un d'autre qui s'est pitché en bas d'un balcon. Fait que, Bon, ben écoute, ça fait tant toujours, qu'à avoir du des bien. balcons, ça Hein? va les utiliser. Ils sont là. Ben, c'est Donc, ça. restez à l'écoute. On va probablement vous présenter des bouts de tout ça bientôt dans la lutte à RDS. Ouais, ça va être nos prochains épisodes. Exactement. Là, vous savez pas, vous voyez pas tout ce qui se passe backstage. La semaine dernière, Ah ouais? Mathieu Poulain nous a fait toute une crise après l'épisode. J'ai Maudite était où diva. ma minute culturelle? J'ai amené un livre, tu me donnes pas de place, t'essaies de voler mon spotlight, toutes la grosse affaire. Ben, Donc mauvaisement. là, je suis obligé cette semaine de te demander, Mathieu, de quoi tu veux nous parler Ben ouais. cette semaine dans la En fait, minute en plus, culturelle? c'est que la semaine passée, ça aurait encore plus fonctionné parce que vendredi dernier, c'était la journée internationale de la poésie. Toi. Fait que je me suis dit, je vais parler de poésie. Hey, tu m'as demandé c'est quoi le nom du recueil après, tu avais l'air intéressé. Maintenant, on fait comme de la TV sur Internet. J'ai même amené un Wow. exemplaire du recueil. Là, je vais te montrer comment on fait de la TV, OK? Là, tu le places comme ça, tu bouges pas, puis tu laisses le temps à Guillaume d'essayer d'aller faire une Oh shot. boy. Puis Oh. tu parles pendant ce temps-là. Donc, on est en poésie. En fait, c'est Chloé Savoie-Bernard. Elle rentre dans la catégorie jeune poète, là, fin vingtaine. C'est son deuxième recueil. Son premier s'intitulait Royaume Scotch Tape. Ça avait été un énorme coup de cœur pour moi. Je l'ai même mis au programme dans mon cours de littérature québécoise à l'automne dernier. Puis, je pense que le plus beau compliment que des non-lecteurs peuvent faire, c'est j'étais sûr que la poésie, c'était plate, j'aimais pas ça. Mais si c'est ça la poésie, finalement, j'aime ça. Fait que là, écoute, ça m'a confirmé que c'était, disons, une auteure de qualité. Elle écrit aussi pas de la fiction, oui, de la fiction, mais du récit. Là, on est dans de la poésie qui vient toucher à la question des origines, à la question du corps aussi beaucoup. C'est un de ses thèmes de prédilection et c'est surtout ça le domaine, en fait, le sujet du corps qui est développé dans Fast, son deuxième recueil. On le voit bien ici aux éditions c'est d'Hexagone. Blanc sur blanc. Donc, on attend de même. Donc, c'est à la poésie ce que Brou est au théâtre. Eh boy, je serais pas prêt à dire ça, mais on va le dire parce que la formule est quand même punchée. J'ai un décompte là-bas, les codes d'écoute, puis là, ça baisse, là c'est comme... Non, mais Faut faire un autre concours là, pour réinvestir le monde. Non, faut pas oublier que la lutte, c'est de la culture avant Ah oui, tout. ben là. oui, C'est- ben c'est oui. c'est de la littérature faite avec des corps. Donc là, écoute, le lien se fait naturellement avec Fast de Chloé Savoie-Bernard. Une recommandation de Poulain. Veux-tu Merci. que je remonte les codes d'écoute? Merci Mathieu pour cette excellente recommandation. On vous encourage tout le monde à continuer à venir sur Facebook, essayer de remporter nos billets qu'on a fait tirer pour Royce McDown. Là, on enregistre jeudi. Vendredi après-midi, je décide qui gagne. OK. Je n'ai pas encore décidé comment, mais je décide qui gagne. On va trouver une manière clean de faire C'est ça. de Là, piger tout ça au hasard. Random.org sera mon ami. Venez commenter, taguer la personne avec qui vous aimeriez aller à Raw ou à SmackDown, puis racontez-nous une petite anecdote, là, des bons souvenirs que vous avez de lutte sur place idéalement, mais c'est pas obligé, là, ça peut être dans le salon Ouais, avec non, la famille. Sur place peut être votre sous-sol. Là, à un moment donné, on ne sera pas regardant. Vous avez participé en fou, by the way. Ouais. Merci Ben oui. beaucoup. Je ne m'attendais pas à autant de réponses. Je pensais faire ça en 5-10 minutes, ce tirage-là, puis que ça allait être simple. C'est plein de beaux souvenirs de lutte à lire aussi. Fait que c'est le fun. Ouais, Faites pas juste participer en écrivant votre histoire. Lisez les histoires des autres. C'est quand même C'est cool. ça, on commande pas tout ce qui se passe, là, mais on lit les commentaires. C'est juste qu'à un moment donné, on n'a pas le temps de faire des réponses punchées pour tout. Mais on les a lus. C'était très apprécié de votre part, tous les souvenirs. Puis vous avez coupé dans mon temps de jeux vidéo cette semaine. C'est peut-être une bonne chose. Essentiellement, là, c'est pas mal ça que c'est passé. Puis pour compenser, c'est couché à 2h30 cette nuit. écoute. Fait que c'est pas nécessairement mieux. Là. Je voulais écouter The Dirt, là, le documentaire sur Monthly Crew. Je n'ai même pas encore eu le temps. Pas le temps. On va essayer de vous parler. Je pense pas qu'on va avoir le temps la semaine prochaine. Après, OK, ben on se parle de ça le 11 avril en direct d'Arcade Montréal pour notre 100e épisode. Omega Man, Ben, c'est ça. C'était malade. nouveau documentaire qui a passé J'ai pas encore écouté. à Malade. TSN, je pense. C'était à là. TSN mercredi soir. Il va sûrement avoir des rediffusions. Là. Regardez dans votre enregistreur numérique, c'est Engraved in the Nations, le nom de la série. Il n'est pas évident à trouver en cherchant, Ouais, je pense. c'est l'abréviation Engraved in the Nations, genre E-I-N, puis c'est Omega Man. Omega Man. Fait que regardez ça, on va essayer de s'en reparler
Dans 2 semaines. Entre 2 reflux. Entre on deux va s'en reflux. reparler. Hey, c'est dur, vieillir. C'est pas facile. Puis t'es sacrément mal placé pour parler. Moi, je bois de l'eau, c'est ça. Tu penses qu'on s'en rend pas compte, là, tes petites pauses quand tu parles. Alors là, j'ai dit... C'est la magie. Il aimerait Personne s'en rend compte. Il aimerait ça, lui, avoir une caméra qui permet, tu sais, qu'il le voit pas 100% oui, c'est du clair. temps, comme ça, il pourrait reprendre son souffle. Comme toi, C'est t'as clair, le luxe de le faire. c'est effectivement, c'est ça mon luxe. On va faire une Steph Cam. Là. Vous allez tout le temps pouvoir voir tous ces reflux. Allez, on a fait le tour. Soyez là la semaine prochaine. Gros épisode. On va essayer de rentrer ça dans le temps. Je sais pas comment on va faire. Parce qu'il y a probablement comme 17 combats à cette carte-là de WrestleMania. Donc, on va faire le tour. On va essayer d'analyser tout ça, faire nos prédictions. Puis, préparez-vous. Commencez à préparer vos bagages. Du linge, ça prend du chaud. Ça prend du pas trop chaud. Peut-être des imperméables s'il pleut, on sait pas. tu sais. Peut-être. Commencez J'ai un tout de petit suite. char. Hein, tu sais, Commencez les chicanes de valise. Nous autres, c'est déjà commencé. Boy, ça joue dur. Chaque pouce carré de bagages va être... Layer va être is contesté. the key. Mettez plusieurs Layer. couches. Oui. Donc, merci d'avoir été là. Puis, on se parle la semaine prochaine, tout le monde. Ciao. Oh, les petits gars.